Alors, eh ben, oula. Je veux aussi vous remercier d'être venu là, cet après-midi jusqu'au MAC pour discuter ensemble de ces nouveaux écosystèmes artistiques et puis aussi pour voir les deux films tournés par Guillaume Robert donc sur Montagne Magique et Bermuda. Donc avant de voir si... peut-être je me présente. Alors je m'appelle Mathilde Chénin et puis je suis... Donc là j'ai une espèce de posture un peu extérieure comme ça, mais en fait je suis complètement dedans parce que je fais partie de l'équipe Bermuda et donc d'un des deux lieux dont on va parler aujourd'hui. Mais voilà, j'ai été placée à cet endroit pour faire une introduction parce que je viens de terminer une thèse qui s'intéresse aux lieux qui se fabriquent comme ça, aux collectifs d'artistes qui à la fois... construisent des lieux de vie et de travail, quoi, grosso modo. Des lieux où à la fois on habite et on travaille en artiste. Et je me suis intéressée aux formes de communs qui s'écrivent, qui se composent dans des lieux comme ça. Sachant que ce n'est pas forcément évident de fabriquer du commun à partir de la cohabitation. C'est toujours un peu un régime de tension, la cohabitation. Quand on est dans son espace familier, on peut cohabiter ou... c'est facile de cohabiter, pas toujours. C'est parfois facile de cohabiter avec des proches, mais alors c'est pas évident de cohabiter avec des tiers. Et quand on est un artiste, il est dit qu'on ne fait pas commun, parce que on se subjectivise, on devient sujet, parce qu'on est singulier. Et donc on est irréductible au commun, quelque part. On peut pas... La pratique artistique, on est artiste parce que voilà, on est radicalement différent des autres. Et ça serait un frein à un commun qui serait autre qu'un commun un peu d'intérêt. Beaucoup de sociologues qui montrent comme ça que les artistes ils font commun parce que ça intéresse leur carrière ou leur parcours individuel. Donc moi j'ai travaillé à partir de Bermuda et à partir d'un autre lieu qui s'appelle La Déviation, qui est situé à Marseille, pour essayer de montrer qu'est-ce que ça fait en fait quand des artistes habitent ensemble et surtout quand ils construisent ensemble leur lieu commun. C'est-à-dire, j'ai regardé beaucoup le chantier. Mais bon, c'est pas ça qui va vraiment nous intéresser aujourd'hui. On va s'intéresser plutôt à donc cette idée-là de... Enfin, moi, je voulais, avant qu'on regarde des films de Guillaume et qu'on discute avec certains des cofondateurs et cofondatrices de Bermuda et de Montagne Magique, déplier un peu cette idée des nouveaux écosystèmes artistiques. C'est le sous-titre de Faire lieu, nouveaux écosystèmes artistiques. Et peut-être d'abord pour dire qu'en fait, le faire-lieu des artistes, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Ça s'inscrit plutôt dans un temps très long. On peut même le faire remonter au début du XXe siècle aux colonies d'artistes, en fait, qui ont fait de Giverny ou de Barbizon des lieux mythiques, presque mythologiques. Mais c'est dans le sillage de cette pratique de la peinture en plein air, en fait, qu'on voit les premières expériences d'artistes qui travaillent côte à côte et qui habitent en même temps un territoire, un lieu. Plus près de nous, il y a les nouveaux territoires de l'art que Fabrice Lextrait identifie dans un rapport en 2001. C'est un rapport à l'adresse de l'institution artistique pour identifier ces lieux qui seraient des lieux où on ferait... il y a un foisonnement comme ça de projets où on fait et où on montre de l'art différemment. Et donc ça c'est plutôt au début des années 2000-2001, le rapport Lextrait. Et ces lieux à l'époque, ils sont à la fois... il y a une sorte d'illisibilité, dit le rapport Lextrait. Il y a beaucoup de lieux, aucun ne se ressemble, des projets qui ont chacun un rapport singulier à leur contexte, aux lieux qu'ils occupent, aux activités qu'ils proposent, etc. Mais en même temps, peut-être on peut dire ils ont des points communs à l'époque. Je pense par exemple, j'en sais rien, il y a une multitude de lieux, il y a Main d'œuvre, la friche de la Belle de Mai, des frigos à Paris, tout un tas de lieux comme ça, qui se rapprochent, qui ont un point commun peut-être, c'est une forme d'attachement à des dimensions temporaires. Ils sont à l'époque très liés au mouvement squat, et puis aussi à l'idée que ce qui va créer de la différence, ce qui va produire de la différence dans la ville, dans l'espace urbain, et ce qu'apportent ces lieux, c'est vraiment fondé sur leur côté temporaire. À l'époque, en 2000, le temporaire, c'est une valeur des milieux militants ou des cultures alternatives auxquelles participent tous ces artistes. Je pense par exemple à
à Akim Bay et à la Temporary Autonomous Zone, donc vraiment pour échapper à la captation capitaliste, à la spectacularisation marchande. Voilà, il faut surgir, se retirer, ne surtout pas habiter quelque part. Et du coup, tous ces lieux, à la fois, ils se construisent en lien, en dialogue avec certains squats, mais la friche de la Belle de Mai, qui est tout de suite quand même, qui s'intéresse à un endroit dans la ville, elle est pourtant construite, elle est pensée autour de l'idée d'un nomadisme psychique. Voilà, une manière de quand même jamais s'ancrer quelque part, de jamais s'attacher à un endroit. Et du coup, cette illisibilité qui était déjà là dans les années 2000, elle est encore plus forte aujourd'hui, dans les années 20 ans plus tard, parce que finalement, tout ce faire-lieu artistique, ce faire-lieu collectif des artistes, il a été largement capté et neutralisé justement par ce puissant mécanisme du capitalisme créatif et de ce qu'on appelle aujourd'hui l'urbanisme transitoire. Donc c'est comment le capitalisme à un moment comprend que la créativité, ça fait de la valeur marchande, et va envisager ce terme de créativité seulement sous un rapport de rentabilité économique, et comment le temporaire, ça aussi, à la fois ça sécurise des biens immobiliers, la SNCF, ils ont un parc énorme de friches industrielles qui donnent pour 1 an, 2 ans, 6 mois parfois, pas très longtemps, à des collectifs d'artistes pour que ces collectifs s'y implantent, les transforment, etc., dans des lieux qui sont voués à être détruits pour des projets immobiliers qui vont profiter en fait de toute cette valeur culturelle, artistique, sociale qu'apportent les projets artistiques. Et donc dans ce contexte-là de capitalisme créatif ou d'urbanisme transitoire, s'élèvent des voix à la fois du côté des militants du droit à la ville, mais aussi des artistes qui critiquent la manière dont leurs lieux, leurs initiatives sont instrumentalisées à des fins de gentrification urbaine. Donc voilà, donc il y a un contexte qui est comme ça. Et puis, dans les années, en 2019, il y a un autre rapport. C'est celui d'Isabelle Maillot qui va, elle, rendre visible un autre type de lieux artistiques qu'elle appelle les lieux en commun et qui sont plutôt des lieux centrés sur le travail, des lieux de fabrique artistique, des lieux de fabrique collective. Voilà, des espaces en fait qui sont les témoins de la volonté des artistes de s'autonomiser des temporalités et puis des formes, des formats de l'institution artistique, surtout à des fins de pérennisation de leur pratique, d'inscrire leur pratique dans la durée. Et c'est des lieux qui sont souvent initiés soit par des jeunes artistes, des jeunes diplômés, soit par ce que la sociologue Séverine Marguin a appelé les artistes en crise de la quarantaine face au jeunisme du marché de l'art et qui cherchent aussi des moyens de durer et de s'ancrer d'ancrer leur pratique dans d'autres temporalités. Et du coup, Bermuda et Montagne Magique, ils s'inscrivent plutôt dans ce contexte-là de lieu de fabrique. Est-ce qu'on va voir... attendez, je vais devoir j'en suis. Voilà, alors ils s'inscrivent comme ça. En fait, finalement, tous les deux, ces deux lieux-là, on va voir qu'ils ont des tas de différences et ils sont très singuliers et qu'il ne faudrait surtout pas essayer de les mettre finalement ils se ressemblent à plein d'égards, mais en fait, ils sont très singuliers aussi. Mais en tout cas, ils naissent tous les deux avec quelque chose de très prosaïque, en fait, c'est la nécessité d'avoir un espace pour travailler. C'est un peu le point de départ, que ce soit en 2013 dans les discussions et les esprits de Maxime Bondu et Gaël Grivet qui vont créer Bermuda, que ce soit en 2018 à Montagne Magique, quand le lieu à la faveur de la mise en vente d'un ancien centre de formation pour infirmières à Haute-Villonne va créer Montagne Magique. Voilà, et peut-être le dernier élément, je me disais, qui était important peut-être de garder en tête pour comprendre et lire ces deux expériences, c'est peut-être finalement, et bien que ces deux expériences, elles préexistent au confinement et à la crise, là, cette période dans laquelle en fait on entre et on n'est pas sorti, c'est que le premier confinement 2020, quand même, pour plein de personnes, et pour notamment des artistes, mais pas que pour des artistes, a marqué un tournant dans un désir de quitter les villes, par exemple, ou de remettre du collectif dans son quotidien de vie, dans son quotidien de travail, et que ça, c'est donc les deux, Montagne Magique et Bermuda, ils préexistent à ça, mais en tout cas, ce contexte n'est pas sans informer ou
voilà, donner des clés de compréhension de leur trajectoire actuelle. Et on en reparlera tout à l'heure. Voilà, et donc pour finir, peut-être, donc vous allez voir, j'ai presque terminé, on va pouvoir voir les films de Guillaume et comment ils sont, voilà, comment ces deux lieux apparaissent, se déploient, etc. Et alors, peut-être tracer quelques points communs entre ces deux lieux. Enfin, qu'est-ce qui va guider ensuite la discussion qu'on aura tous ensemble. Peut-être le premier point commun, c'est très simplement que ce sont deux lieux qui sont dans l'Ain, et qu'il n'y a pas beaucoup de lieux dans l'Ain. Et ce sont des lieux aussi qui s'inscrivent dans des espaces qu'on pourrait dire périphériques. Un espace rural montagnard pour Montagne Magique, et puis un peu les confins du Grand Genève, une zone périurbaine, voire préurbaine pour Bermuda. Et puis une autre caractéristique, une spécificité qu'ils ont tous les deux, et qui les distingue radicalement de ce que je disais tout à l'heure, là, des nouveaux territoires de l'art, c'est que ces deux lieux, ils s'inscrivent dans une durée, dans un long terme, parce qu'ils ont la singularité d'avoir été achetés par les artistes qui y vivent et qui y travaillent. Et ça, ce que montre Isabelle Maillot, c'est que les artistes qui possèdent leur lieu et leur outil de travail, c'est une minorité, c'est 1% de tous les lieux, de tous ces lieux en commun des artistes. Et cette question de la propriété ou de l'ancrage dans la durée, il va nous intéresser tout à l'heure dans la discussion, à la fois parce que ça me pointe vers des stratégies collectives des artistes, de ces volontés d'autonomie et de pérenniser leurs pratiques, mais aussi ça induit un rapport particulier au territoire et aux lieux dans lesquels ils s'inscrivent, avec lesquels ils se lient et dans lesquels ils habitent. Et quand on parlait tout à l'heure de territoire, le nouveau territoire de l'art, ça pointait plutôt vers ce que ces territoires délimitaient, qu'est-ce qui se passait en leur sein. Et là, aujourd'hui, peut-être le terme écosystème qui rapproche ces deux lieux aujourd'hui dans cette discussion qu'on aura cet après-midi, ça pointe peut-être plus directement, de manière plus affirmative, à la relation que ces communautés de vivants créent avec le biotope dans lequel ils s'inscrivent. Donc c'est peut-être là des choses dont on pourra discuter. Et puis, et aussi parce que, qu'est-ce que ça raconte, en fait, ces artistes qui s'ancrent dans la durée, dans des lieux, alors qu'on pense encore beaucoup que la pratique artistique, pour s'épanouir, elle doit être guidée par une forme de dépaysement. Il faudrait pouvoir être mobile, surtout pas s'ancrer quelque part. Il ne faut pas s'enterrer quelque part, sinon on ne va pas décoller. Voilà, c'est des termes dont on pourra reparler. Voilà, c'était un petit peu pour lancer des pistes pour tout à l'heure. Et maintenant, peut-être on peut regarder les films. Et je vous souhaite une bonne projection. Bonsoir. Il est tard, il est très tard. Je suis au diapason, c'est ça le problème. Tu veux commencer peut-être ? Oui, peut-être. Je voulais juste réexpliquer un petit peu le contexte de production de ces films, puisqu'on en a vu un là tout de suite, donc le film consacré aux artistes résidents de Montagne Magique, donc sur le plateau d'Hauteville. Et on verra ensuite le deuxième film consacré à Bermuda. Le principe de départ de ces films, c'est des films qui sont produits par Documents d'Artistes. Documents d'Artistes, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site de documentation en art contemporain. Donc on travaille avec plus d'une centaine d'artistes qui sont installés dans la région, artistes de différentes générations, différents types de pratiques, tous installés sur le territoire régional. Donc ça, c'est le cœur de notre activité. Et en parallèle de ce site, on fait aussi des événements de diffusion et parfois des productions éditoriales en partenariat avec le réseau Documents d'Artistes. Donc des textes critiques, différents types de productions, dont des portraits vidéo. Et cette année, en 2022, dans le cadre d'une aide à la captation du ministère de la Culture, que nous avons eu la chance de recevoir, ça nous a permis de produire plus de films qu'habituellement. Habituellement, on produit à peu près un film par an. Et cette année, ça nous a permis d'engager la production d'une série de 5 nouveaux films sur un principe qui était le suivant. L'idée de ces films est venue du fait, d'une part, de confier la réalisation des films à des artistes.
Donc des portraits d'artistes réalisés par des artistes ou des réalisateurs qui avaient déjà engagé une forme de collaboration avec ces artistes filmés ou qui travaillaient avec eux, qui les connaissaient bien. Donc vraiment l'idée de voilà l'idée d'être aussi sur une relation de coécriture et sur des objets filmés qui soient hybrides entre le documentaire et le film d'artiste, ce que vous venez de voir. Et puis la deuxième idée de ce programme de 5 films était aussi de se centrer, de mettre l'accent sur des lieux collectifs ou collaboratifs initiés par des artistes, donc sur des engagements d'artistes sur leur territoire pour construire leur lieu de production, engager des initiatives collectives et collaboratives, d'où l'idée de ces films sur Bermuda et Montagne Magique. Donc voilà, dans ce cadre-là de production, nous est venue l'envie de travailler avec Guillaume Robert, avec qui on collabore depuis longtemps. Et on lui a proposé, évidemment, de travailler avec des lieux et des artistes qu'il connaît bien. Montagne Magique, parce que tu étais installé sur le même territoire, impliqué sur le centre d'art de Lacou, qui est juste à côté. Et puis tu connais bien ces artistes-là pour d'autres raisons d'affinité et de collaboration. Tu as même fait un film sur Jean-Xavier Renaud il y a quelques années, qui s'appelle « Bonjour Monsieur Renaud », si je ne me trompe pas. Et puis, donc la deuxième casquette, c'est que tu es membre fondateur de Bermuda et artiste, réalisateur. Voilà. Donc ça a été assez logique de proposer à Guillaume de faire de nouveaux objets autour des artistes et des lieux partagés dans l'Ain, Bermuda et Montagne Magique. Voilà, pour l'histoire du projet. Est-ce que tu veux parler de ton... Là, ce que vous venez de voir, c'est plus... C'était vraiment un travail plus de portrait autour à la fois des artistes qui sont dedans et de Montagne Magique. On cerne petit à petit comme ça un territoire. On est dans le fossile et tout ça, dans la géologie. Puis on arrive jusqu'à Damien Abad. Donc là, ça fait vraiment plaisir, quoi. On ramasse beaucoup de choses. Et sinon, c'était assez différent les deux expériences parce que dans Bermuda, je suis dedans. Du coup, c'est pas évident de se mettre à filmer, de se mettre au travail, tandis qu'avec Montagne Magique, on s'est donné des rendez-vous et donc le temps était assez resserré et en même temps précis, quoi, on va dire. C'est pas un travail qui est, comment dire, ultra explicite sur le travail de chacun, mais c'est plutôt de se mettre au diapason avec leur façon d'être au monde, avec leur façon, les formes d'acuité, les formes d'énergie, et du coup de partager ça, plutôt que de partager un discours sur le travail, on va dire. Voilà, et puis donc celui-là, il faisait 25 minutes, le prochain, il fait 35 minutes, et le prochain, il est plus... il travaille différemment, parce que l'objet aussi, Bermuda, est différent, donc on est plus sur quelque chose d'une pratique collective, enfin vous verrez. Voilà, du coup, je ne sais pas si vous avez des questions sur le film ou quoi. Là, le travail, c'était plus du coup de rendre compte comme ça d'une sorte d'énergie collective qui un peu mène et construit le lieu, parce que le bâtiment, on l'a autoconstruit en 3 ans et demi, à partir de 2018, je crois. Et puis là, donc, tout se passe un peu sur le jardin. C'est un peu le trait d'union entre deux chantiers. Un chantier passé, c'est la construction du bâtiment. Et un chantier à venir, c'est le champ à côté qui va sans doute... on a un projet qui s'appelle La Petite Forêt qui va bientôt arriver là-bas. Donc voilà. Ensuite, c'est table ronde. Je laisse Mathilde la parole. D'accord. Peut-être, je me disais, la première question que j'ai envie de poser à mes comparses, parce que finalement, les deux films de Guillaume, ils sont, voilà, c'est des portraits, mais des portraits subjectifs, qui ne disent pas tout de ce que c'est, qui montrent, comme je les lis d'un côté, comment un lieu, un bâtiment fait lien entre des univers et des pratiques très singulières et très différentes, du côté de Montagne Magique, et du côté de Bermuda,
comment ce lieu et ce commun se fabriquent autrement, hein, par un faire, par une activité de construction, d'aménagement, de ménagement, de soins, etc. Mais du coup, la première question que je voulais vous poser à vous et vous, c'est quoi en fait ces lieux, enfin, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on y fait? Parce que finalement, on ne sait pas encore. Qu'est-ce qu'on y fait? Comment on y travaille? Qui y est? Comment on y vient? Etc. Gaëlle, tu veux commencer? Bonsoir. C'est une question difficile, enfin en tout cas pour Montagne Magique. Ce que je peux dire, c'est que les choses sont encore en train de se faire. Autant, peut-être d'ailleurs ça se ressent beaucoup dans le film de Guillaume, mais chacun individuellement, on a réussi à trouver nos marques, on a nos ateliers, on est bien installés. Autant pour le commun, eh ben, on est encore un petit peu au début. Les lieux communs, on les a terminés seulement au mois d'août, puisqu'on a inauguré la Montagne Magique au mois de septembre. Et donc c'est vrai que ces espaces qu'on s'est offerts collectivement, pour l'instant, ils sont encore un champ d'action, un champ des possibles qu'on est en train d'expérimenter. Mais du coup, il n'y a pas que les artistes qui sont présents dans le film. Il n'y a pas que les artistes qui sont présents dans le film qui travaillent à Montagne Magique. Oui, merci. C'est un peu la spécificité de notre lieu. Depuis le départ, on avait envie que ce soit un lieu pas seulement d'artistes. Donc on a un brasseur de bière, Ludwig de Bellevalet. On a un auteur de BD qui s'appelle Julien Camp. On a 2 artisanes d'art qui sont Corinne Boyer et Marie Aveline. Et nous sommes les 4 plasticiens que vous avez découverts dans le film. Et c'est vrai que je ne sais pas si c'est lié à... Moi, j'ai fait les arts décoratifs de Strasbourg. Et cette école, elle avait cette spécificité de ne pas être axée uniquement sur l'art plastique. Il y avait cette ouverture déjà depuis le début. Donc peut-être c'est un peu l'origine de cette volonté. Mais c'est vrai que dès qu'on a eu au départ cette envie de se mettre tous ensemble, on avait envie de diversité. Et j'ai quand même oublié qu'il y a la Fondation Salomon aussi avec nous, donc évidemment, ce n'est pas des ateliers. La Fondation a mis sa collection de peintures et de dessins au milieu de notre bâtiment, ce qui est assez enrichissant et stimulant d'être comme ça à côté d'œuvres. Voilà. Merci. Et Bénédicte ou Maxime, est-ce que vous voulez... dire, parce que c'est ça aussi dans le film, on voit on voit aussi le travail de personnes qui sont pas tout le temps là. Enfin, on voit beaucoup de gens qui sont pas tout le temps là à Bermuda aussi. Alors, c'est quoi Bermuda, Bénédicte? Oui, bonjour. Bermuda, c'est un projet d'atelier, de fabrication, de pratiques artistiques au sens large, où on accueille des artistes. Et on est 5 cofondateurs. Donc Mathilde, que vous avez vu, Guillaume, Maxime Bondu, Julien Griffith, qui n'est pas là avec nous ce soir, et moi-même, qui suis commissaire d'exposition. En gros, on a fabriqué un grand toit. Sous ce grand toit, il y a 4 blocs. 2 blocs sont des blocs communs, dans lesquels on accueille du public, puisqu'on est un ERP de catégorie 5, et dans lesquels on accueille aussi des artistes en résidence pour fabriquer, parce qu'on a des machines, des espaces de travail mutualisés. Et puis, les 2 autres blocs sont nos ateliers et nos logements. Voilà, donc nous résidons sur place. Et on a un jardin. Merci. Alors peut-être je vais poser des questions maintenant, après. Je vais poser des questions à Gix et à Maxime. Non, je sais pas, peut-être je trouvais ça intéressant que vous reveniez, parce que tout à l'heure je parlais l'inscription dans le territoire, etc. Mais j'avais envie que vous puissiez peut-être contextualiser dans chacun de vos parcours aussi, enfin, parce qu'elle reflète aussi la manière collective d'habiter dans le territoire, mais comment ça provient, le lien au territoire, comment il est aussi noué avec votre pratique artistique. Alors, c'est cryptique, je suis désolée. Non, peut-être, Gix, j'aurais bien aimé si tu pouvais raconter un peu, parce que finalement, Montagne Magique, ça provient aussi
d'un mouvement que vous avez fait tous les deux bien avant 2018 sur le plateau. Et voilà, je voulais, si tu voulais parler de ça. Bonsoir. Oui, je veux bien. Donc, oui, dans l'idée, oui, simplement, effectivement, on est sur Hauteville depuis je sais pas, 17 ou 19 ans maintenant. Et donc, la montagne magique, c'est une sorte de suite de la manière on est un peu tombé amoureux, en fait, de ce territoire, parce qu'il est très spécifique, il est un peu bizarre, qu'il échappe un petit peu à beaucoup de formes de normalisation, tant au niveau de son organisation, enfin son urbanisme, au niveau politique aussi. C'est un peu un lieu à part, aussi parce que c'était des lieux de soins et des quarantaines, en fait, de tuberculose. Donc il y a vraiment une spécificité, une ambiance, et bon, c'est aussi la moyenne montagne, etc. Et donc il y a une ambiance très particulière sur ce territoire. Donc voilà, on peut soit détester, soit tomber amoureux de ce type d'endroit, parce que ça résiste justement, parce qu'il y a un truc qui est pas, ça se fait pas comme partout. On n'arrive pas à laminer, on n'arrive pas à réduire ce territoire à une espèce de petit village fleuri comme on en voit en Alsace, par exemple. J'ai vécu en Alsace, hein, j'aime beaucoup l'Alsace, mais voilà, c'est différent. Et du coup, voilà. Donc moi, je suis un peu tombé amoureux de cet endroit, et puis moi, j'ai travaillé, j'ai eu plusieurs ateliers à plusieurs endroits différents, dans un autre sanatorium. Au début, en arrivant, on a eu des ateliers dans un immense sanatorium, en fait, d'Hauteville. Et puis voilà, donc l'architecture est marquée par ça, les habitants, toute la sociologie, l'économie est basée autour du soin, de l'hôpital. Tous nos amis sont des médecins, des soignants, de toutes sortes. Voilà, donc c'est vraiment, il y a tout ce dialogue aussi avec, autour de ces questions, de la vie, de la mort, de la maladie, etc. Donc il y a quelque chose qui est très ancré dans le réel et dans une forme de trivialité qui nous rappelle qu'il faut profiter, qu'il faut mettre de l'énergie dans les choses, je sais pas, il y a un truc un peu particulier. Et moi, mon travail, il fonctionne un peu comme ça, l'énergie aussi, au feeling et dans les rapports avec les autres. Et Hauteville, l'échelle aussi est super intéressante, parce que c'est pas trop petit, c'est pas trop grand, c'est quand même une ville-centre, et c'est un endroit de brassage. Parce que les gens viennent se faire soigner, repartent, des gens viennent y travailler, des amours naissent, des enfants naissent, etc. Et du coup, voilà, c'est aussi... ça brasse beaucoup, en fait, Hauteville, l'air de rien. Et moi, ça m'intéresse, et mon travail, il est très... il rend compte de ça aussi, d'Hauteville. Moi, je peins des vues d'Hauteville, je peins les gens d'Hauteville, je peins les élus d'Hauteville. Je fais une sorte de documentaire, comme ça, je documente, en fait, ce lieu en permanence, quoi, depuis longtemps. Et je m'en lasse pas, c'est toujours assez intéressant. Et donc, la montagne magique, voilà... c'est un peu la continuité de ces ateliers. Et puis du coup, c'est Gaël, en fait, qui a eu cette idée aussi, qui s'est passionné petit à petit pour les sanatoriums, et qui... non mais voilà, passion peu commune, mais qui est très très chouette, quoi. Et du coup, et voilà, comme elle aussi a été élue, moi aussi j'ai été élu là-bas, elle connaissait aussi tous ces dossiers, mais tu pourras peut-être mieux en parler, mais voilà, du coup, vient à notre connaissance le fait qu'il y a beaucoup de friches hospitalières, etc. Qu'est-ce qu'on fait de ces bâtiments, etc. Et c'est des ruines dans le paysage, donc ça énerve les élus, mais en même temps, ils ne savent pas comment faire, ça coûte de l'argent, il faut détruire, mais détruire, c'est cher. Enfin bref, du coup, c'est des sortes de furoncles dans leur vie, mais moins pour les artistes qui se disent, nous, on peut peut-être faire quelque chose avec, les aménager, les racheter, etc. Et puis, du coup, rentrer dans cette histoire aussi. Parce qu'à un moment donné, habiter ces lieux, faire les ateliers dans ces lieux, c'est assez particulier. On rentre un peu dans l'âme de notre ville, quoi. Donc c'est vraiment aussi super spécifique et voilà. Et puis très vivant. Du coup, oui, je veux que tu rebondisses. Mais oui, en fait, nous aussi, on est partis un peu du même postulat et de la même observation. Partir sur une friche, investir un territoire abandonné, et très vite on s'est rendu compte que le désir qu'on avait, il était aussi autour du fer. Donc à l'orée de 2015, quelque chose comme ça, notre groupe s'est formé
par des affinités, par des réseaux. On a fait, une bonne partie d'entre nous, une école d'art en Bretagne, à Brest. Et très vite va se dessiner un projet de vie commune, de construction, de transmission, de partage d'un objet. Donc on va avoir envie de quelque chose de grand. On n'avait pas beaucoup d'argent, mais on va très vite avoir besoin ou émettre le désir que ce soit grand pour pouvoir accueillir nos amis et un petit peu tous nos désirs à l'intérieur. Donc ce grand toit va être la première vision, un toit sans chéneaux, sans gouttière, très fin, qui va pouvoir abriter un certain nombre de modules qu'on voulait mobiles. On les retrouve aujourd'hui, ils ne sont pas mobiles, mais dans ce dessin où les espaces interstitiels se dessinent et accueillent un certain nombre de programmes variés. Donc on a bien sûr l'atelier de construction, bois, métal, qui s'ouvre céramique, bientôt fonderie, prototypage, et puis l'atelier de post-production d'images, donc à la fois un équipement de prise de vue et un équipement de montage vidéo et sonore. Et puis va se dessiner les espaces collectifs, une cuisine collective, un accueil de résidence, parce qu'on est artiste, commissaire d'exposition, ingénieur informatique. Donc on va essayer de réfléchir à ces usages, et puis des lieux de vie et de travail pour nous, suffisamment grands pour être à la fois, pour équilibrer une vision aussi, une pensée entre le commun et le privatif. Comment voilà, parce qu'au-delà du fantasme de vivre ensemble, il faut que ce soit pragmatique et réalisable sur un temps long. La durée que Mathilde évoquait, c'est très important, parce que c'est comment on pérennise, effectivement, on n'a pas forcément cette crise de la quarantaine, mais comment on pérennise une pratique qui est par essence précaire, après avoir écumé ces différents aspects économiques du monde de l'art, les temporalités courtes d'un atelier qui est loué, qui est détruit, etc. Donc, on a tous vécu un peu ces situations de squat ou de temporalité. Et d'où on arrive à dessiner cet objet, à le construire. C'est aussi une part très très importante du projet, c'est que à la fois pour des raisons financières et pour des raisons pratiques et d'envie, on a construit ce bâtiment. Donc bien sûr des gens sont venus nous aider. Pour les lots compliqués, très techniques, comme le gros œuvre, on a été encadré par une boîte de génie civil. Et puis encadré par un charpentier, un chauffagiste, plombier, électricien. Et donc on a appris on a en quelque sorte aussi, on s'est réapproprié des techniques constructives. Et on les a, parce qu'on est artiste encore une fois, tenté de les jouer à notre sauce, à la fois truander des choses, et puis, parce qu'on vit sur place. D'ailleurs c'est un terrain qui n'était pas fait pour ça à la base. Donc on a un peu forcé aussi la main à un terrain qui nous a permis, après politiquement, de pouvoir vivre là. Et peut-être juste pourquoi ça s'appelle Bermuda, c'est un peu ça aussi. Ouais, c'est chouette comme on répond. C'est que, comme on peut le voir, et puis l'intérêt que Guillaume a eu aussi sur la terre, l'intérêt de ce sol, de ce territoire, Bermuda, ça vient d'un principe sous-jacent lié à l'endémisme, une observation, une réflexion sur l'endémisme et comment les organismes réagissent à leur écosystème, à leur environnement et donc à leur territoire. L'archipel des Bermudes a fait partie, c'est un archipel donc, isolé qui a en fait développé un certain nombre d'espèces endémiques, comme les Galapagos. Bénédicte et moi, en 2013, on faisait une exposition qui s'appelait Principe Galapagos, qui reprenait aussi cette question de l'isolement, comment un être isolé ou un objet isolé, par définition, parle de quelque chose de plus large et de la totalité. Et donc Bermuda, ça vient de l'archipel des Bermudes, ça vient à la fois de
cette fiction qu'il y a sur l'archipel des Bermudes, là en triangle. Alors on a une parcelle en triangle, donc de tout le récit, de toute la narration qui se fait sur les Bermudes, de l'aspect historiographique, parce que de là est né le concept du short Bermuda. Ce sont les officiers anglais en poste pendant la colonisation qui ont eu droit de couper leur uniforme à cause du climat. Donc une réaction de l'uniforme et donc là vraiment de l'institution par rapport au territoire donné. Et puis parce qu'il y a encore un aspect plus drôle, plus léger. On pense souvent que les artistes sont dans leur oisiveté générale, en tongs, en Bermuda, et attendent la contemplation comme ça. Presque l'expression divine de leur apporter l'art. Et c'est encore quelque chose qui est partagé par un certain nombre de personnes, dont des élus qu'on va rencontrer. Et donc on a été refusé, le projet Bermuda a été refusé sur un certain nombre de territoires, parce qu'on n'était pas pris au sérieux comme un acteur économique ou capable en tout cas de construire un lieu par nous-mêmes. Et on a eu la chance de tomber sur un maire, Denis Linglin, la commune de Cergy, qui a cru et qui a eu la vision de nous accorder un terrain à bas prix, parce que bien sûr ce bassin lémanique est très coûteux, très cher, et on a eu un terrain relativement abordable. Alors ça m'offre une transition toute trouvée. Ma deuxième question, c'est un peu, du coup, là, c'est un peu savoir comment vous, dans vos pratiques individuelles, collectives, vous liez, vous abordez la question du territoire. Et l'autre question que je voulais vous poser, c'est quand que c'est ouvert, Montagne Magique et Bermuda? C'est-à-dire, voilà, la question un peu à l'inverse, c'est-à-dire qu'est-ce que selon vous, enfin peut-être que vous nous parliez un peu ce que commençait à évoquer Maxime, la réaction ou l'accueil ou non-accueil des collectivités territoriales, communales, municipales que vous rencontrez. Quelle est la demande qui vous est faite, sachant que pour ces deux lieux ne se veulent pas de premier abord des centres d'art, c'est-à-dire pas forcément des lieux de monstration de prime abord, plutôt des lieux de travail. Comment ça se gère la question de l'ouverture dans les deux cas? Alors nous, c'est assez particulier puisque on n'est pas parti sur un bâtiment existant. Donc on a un vieux bâtiment qui n'est plus aux normes. Donc déjà, ça a un petit peu freiné nos ardeurs de vouloir ouvrir. On s'est aussi confronté à la réalité de ce que c'est d'ouvrir au public. Très rapidement, on a vu qu'on avait envie de travailler, d'être dans nos ateliers tranquilles et pas avoir forcément envie de cette grande ouverture. D'autant plus que pour la plupart d'entre nous, au moins pour les plasticiens, on s'occupe déjà d'un centre d'art sur le territoire qui s'appelle le centre d'art de la Cour. Et donc on est déjà à notre goût suffisamment d'énergie pour diffuser l'art contemporain chez nous. Après, on a quand même fait donc cette inauguration qui nous a montré qu'il y a une grande appétence pour ce genre de lieu, puisqu'on a eu quasiment 600 personnes sur 4 heures. Donc on s'est fait ensevelir sous les visiteurs, on s'y attendait quand même vraiment pas. Je pense qu'on va continuer d'ouvrir, mais de manière vraiment très temporaire. Moi, j'organise un colloque au mois de juillet l'année prochaine, qui va s'appeler « Battre la campagne ». Je vous en dirai plus si vous voulez. Et du coup, est-ce que tu sens une injonction à cette ouverture? Est-ce que c'est difficile de dire, bah non, ici c'est un lieu de travail, et c'est pas un lieu ouvert? Est-ce que les artistes se doivent d'ouvrir? Est-ce que tu sens ce qu'on a voulu faire dès le départ, c'est quand même être assez autonome dans nos décisions. Justement, au Centre d'art de la Cour, donc ça fonctionne avec des subventions publiques. Donc évidemment, on se doit de répondre à certaines choses, certaines missions. La Montagne Magique, on l'a achetée en fait, justement pour pas se retrouver dans des situations d'être redevable vis-à-vis des élus. Et voilà. D'autant plus qu'on ne peut pas dire qu'ils aient une grande passion pour ce qu'on fait, même s'ils devraient s'en emparer, à mon sens. C'est quand même une grande déception, même si on n'est pas étonné,
de voir un tel dédain de ce qu'on peut faire. Mais c'est pas grave. Il faut dire aussi, donc, comme disait Gix tout à l'heure, moi je suis élue dans la minorité en ce moment, ça n'aide pas nos relations forcément. Voilà, même si je suis toujours très polie et respectueuse, voilà, je suis quand même jamais d'accord avec eux. Mais voilà, il y aura probablement des jours meilleurs, probablement des élus un jour qui sauront voir que finalement on a une vraie volonté de synergie. Il y a le Centre d'art contemporain qui existe depuis 1971, ce qui est quand même pas rien, c'est un des plus vieux de France. Et donc nous, c'est aussi, avec le projet Montagne Magique, on a vraiment cette envie de se lever dans l'histoire, de continuer l'histoire, de la réinventer, d'en faire partie. Et il y a probablement un jour quelqu'un là-haut qui comprendra ce qu'on est en train de faire et que c'est beaucoup plus large même que la Montagne Magique. On peut avoir un impact sur le territoire. Enfin voilà, je pense qu'on peut être un outil et pour l'instant, ils s'en sont pas saisis. Tant mieux, vous êtes tranquille. Surtout pas que ça fasse l'effet Bilbao, Genheim. Parce qu'il y a un grand risque. S'il y a quelqu'un là-haut. Ouais, nous, à l'instar de. On a Gilles Catrin qui est parmi nous, qui est élu à la culture de Saint-Genis-Pouilly, donc la ville à côté de Cergy. Et donc nous, à l'inverse, on a été accueillis, on est soutenus, et il y a une bienveillance, et même plus, on a réussi, on voit dans le regard politique qu'on apporte une valeur de parole, une écoute, on a une écoute, et on a aussi un conseil, enfin, on vient régulièrement nous demander notre avis sur un certain nombre de choses de la vie publique et urbanistique. Donc ça, c'est partie de cet ancrage qu'on est en train de développer. Quand Mathilde disait la question de l'enterrement, l'enterrement elle est fondamentale pour nous, en tout cas, c'est la prise de terre à la fois électriquement, c'est-à-dire qu'on se relie à la terre et on prend racine doucement, avec respect, parce qu'on vient de différents territoires, donc on n'est pas originaire de ce pays de Gex, mais on en apprend, on l'observe et on est là. Et donc avec nos formations et nos différentes réflexions, qu'on essaie d'avoir en intelligence, on apporte quelque chose. Bermuda, depuis que Bermuda est implanté, sachant qu'il y a eu quand même un combat, il y a eu un peu une bataille de mener pour pouvoir s'implanter, beaucoup d'élus étaient contre. On s'est battu contre un karting indoor qui a failli être en face de nos portes sur à peu près 4000 m², ou des logements, pendulaires pour du transfrontalier. Et aujourd'hui, le projet Bermuda s'insère dans une dynamique tout autre qu'une réflexion qu'on a apportée, mais sur une zone d'activité culturelle qui va se développer. L'étude de faisabilité sur le projet vient d'être rendue, qui va se développer sur les 2 hectares de friches qui sont devant notre parcelle, et sur un projet d'agroforesterie qu'on mène avec la ville de Cergy sur les 6 hectares qui se trouvent sur notre champ, dans les 2 sens du terme, parallèle au Jura. Et donc ça fait que cette énergie, ce dynamisme qu'on a mis en place, il s'étend aujourd'hui sur 10 hectares d'un territoire, ce qui est un peu considérable. Mais peut-être juste pour ajouter sur cette question de la propriété, c'est-à-dire que nous aussi, on est copropriétaires. Nous, on a monté une usine à gaz, donc, qui est une société civile immobilière, 2 associations, pour vraiment bien alourdir la machine comme ça, mais parce qu'on n'a pas trouvé une autre forme que ça, en fait, pour fabriquer ce lieu. Et que l'achat collectif en France n'est pas si évident. Mais ce que je voulais dire, c'est que, en fait, nous, ce qui était important, je crois, dans le projet Bermuda, c'était de choisir nos dépendances et de dire, alors voilà ce qu'on aimerait, c'est ce projet, mais par contre, on n'aimerait pas être dépendant d'une municipalité pour le lieu dans lequel nous sommes, parce que c'est important pour nous. Après avoir vu plusieurs exemples, notamment de centres d'art qui ont été délogés ces dernières années, et des programmes entiers qui sont entièrement effacés parce que tout d'un coup, c'est plus la priorité municipale, c'est de dire, nous, en fait, on sera toujours là. Alors, peut-être qu'on ne sera pas toujours là sous cette forme, mais en tout cas, vous ne pourrez pas nous virer. Et
ce que tu disais sur cet urbanisme transitoire, c'est très juste. C'est-à-dire que nous, on est passé par là, on a fait des expos dans des lieux en transition, on a eu des ateliers dans des espaces intermédiaires qui vont être détruits, donc il y a toujours des trucs et tout ça. Et en fait, au final, c'est une dépense d'énergie pour les artistes qui est phénoménale. Et c'est effectivement une utilisation d'une énergie artistique pour des quartiers qui sont en transition, c'est-à-dire que vous êtes juste un passage, vous allez juste vers quelque chose d'autre, vous êtes juste un chemin pour généralement du logement, ou voilà, quelque chose de plus sérieux quand même. Et du coup, c'est là où je trouvais aussi intéressant ce rapport au territoire finalement, parce que nous, on gentrifie pas du tout pour le coup, c'est-à-dire que le Pays de Gex, c'est un pays très très riche, complexe, parce que tout au bout du pied du Jura, coincé entre la moyenne montagne et puis la frontière, donc c'est vraiment une périphérie de la France, c'est aussi une périphérie de la Suisse, puisqu'on est dans le Grand Genève, comme le disait Mathilde, mais en fait, il faut quand même que les Genevois passent la frontière pour venir nous voir. Et donc cet espace-là est un espace extrêmement riche du fait de la Suisse juste à côté. Et donc nous, on est un peu les artistes. On a eu une opportunité d'être là et c'est super. Le territoire est extrêmement riche, extrêmement chouette. On est très contents. Merci. Mais peut-être parce que l'heure tourne, alors je me disais peut-être qu'il y a des questions et que peut-être ça peut être bien si vous avez envie de poser des questions, de vous passer la parole. Parce qu'on est presque bientôt fini. Ah, l'ouverture publique de Bermuda ? Oui, c'est vrai que on n'a pas... alors, je vais répondre, après je passe la parole. Nous, c'est toujours une... Enfin, en tout cas, c'est une question, mais je rebondis un peu sur ce que disait Gaëlle. Enfin, d'un côté, il y a cette... il y a une sorte de... Entre la dette et l'injonction, d'un côté, il y a un peu ça, quand même. Quand on pense que les artistes... C'est peut-être parce qu'on pense que les artistes ne travaillent pas. C'est un petit peu aussi ce que tu disais. Les artistes, ils sont peut-être juste inspirés, comme ça. Ils sont un peu génies solitaires, tout seuls dans leur atelier. Et du coup, quand ces lieux-là devraient être tout le temps ouverts, tout le temps disponibles. Mais c'est pas lié qu'aux artistes. Je pense que c'est lié aussi à cette mythologie des tiers-lieux, comme ça, qui sont... Dans l'histoire de ce terme, de ces lieux, pensés comme des lieux qui sont tout le temps accessibles, et c'est parce qu'ils sont accessibles qu'ils vont créer du commun, etc. Et du coup, c'est à la fois... Donc c'est toujours une sorte de brèche un peu fine entre ménager des espaces de travail, permettre à des artistes de pouvoir travailler tranquillement, de pouvoir vraiment faire ce travail pour lequel souvent ils ne sont pas payés. Alors du coup, nous aussi, on cherche, quand on accueille des artistes en résidence, on cherche des fonds pour qu'ils soient payés, qu'ils n'aient pas de soucis avec leur loyer, qu'ils puissent se dégager l'esprit. Et en même temps, la ligne est fine entre affirmer cette nécessité-là pour les artistes et affirmer aussi une ouverture, en fait, une manière d'accueillir, de rencontrer, etc. Et du coup, nous, on fait on ouvre au public une fois par mois. Et puis après, on est ouvert à nos membres qui veulent, aux personnes qui sont membres de l'association et qui veulent venir travailler. Et puis on est ouvert quand on fait des événements publics, on accueille des spectacles, on fait des sorties de résidence. Donc c'est toujours articulé autour du travail, de ce qui se fait. C'est une logique très endogène en fait, en fonction des nécessités et de ce à quoi on est en train de réfléchir, ce sur quoi on travaille. C'est à partir de ça qu'on essaye d'ouvrir des espaces pour... que d'autres puissent y participer. Mais c'est pas évident. Voilà. Et peut-être, alors je vous passe la parole maintenant. Bonjour vous tous. Je voulais intervenir parce que je suis une ancienne conseillère pour les arts plastiques de la région Rhône-Alpes, quand elle n'était qu'en Rhône-Alpes, et que je suis membre depuis 10-12 ans maintenant de Documents d'artistes, et que tout ce que j'entends là me fait un plaisir fou. Voilà. D'abord les films que j'ai trouvé tout à fait intéressants dans leurs différences, et puis tout ce que vous dites sur ce que vous construisez dans ces relations entre artistes, parce qu'avant tout vous êtes des créateurs, mais aussi tout ce que vous essayez de mettre en œuvre au niveau d'un territoire.
Et voilà, je voulais dire à quel point c'est formidable d'entendre ça. Et la question que je voulais poser aussi, c'est est-ce que cette expérience, ou ces deux expériences de la montagne magique et de Bermuda, peuvent, et ça c'est peut-être Lélia qui peut répondre, est-ce que vous allez transmettre cette expérience à d'autres territoires? Je vis actuellement dans la Drôme, il y a des tentatives aussi de liaison, mais ce que vous venez de dire dans la réutilisation de friches, de cette histoire qui est présente dans vos positions de créateurs, me semble infiniment intéressante. Donc voilà, je voulais savoir si est-ce que vous allez faire des petits sur le territoire ou est-ce qu'il existe déjà d'autres expériences, d'autres formes, et si vous avez des liens entre vous. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir de se faire chaud au cœur. Alors sur la question du modèle, elle est très intéressante. C'est que, encore une fois, on se heurte dans notre cas à la question du territoire et de l'endémisme. Bermuda a été rendu possible par la complexité de son territoire, son échelle. On est sur un budget à un petit peu plus d'1 million d'euros, 1,1 million, qui est le prix fourniture en fait, hein, bien sûr. On n'a pas été payé pour le travail fait. Donc c'est de la négociation, prix fourniture et 7 ans de travail, 7 ans de projet et puis 3 ans et demi de chantier au quotidien. La question du modèle, elle vient sur la méthode qu'on partage. Tout est accessible, tout est transparent sur le montage juridique, financier de Bermuda. On a fait quelques présentations publiques lorsqu'on a été invité pour le faire. Et on entend régulièrement que notre exemple donne à penser, et il y a des initiatives qui se créent. Et on espère tous sincèrement que ça va faire boule de neige ou que c'est déjà en train de le faire. Mais à ma connaissance, pour l'instant, il n'y a pas de choses encore construites qui ressemblent à ce qu'on a fait, mais ça ne devrait pas tarder. Oui. Alors, je dis un truc, après je te passe le micro. Sur la question du modèle, juste je prolonge un tout petit peu dans le sens où ce qu'on disait, ce que dit Maxime, ce que disent JX et Gaël, c'est que finalement ces lieux, ils émergent depuis un contexte qui est très fort, depuis des situations qui ne peuvent pas être comparables, qui sont très singulières, et que finalement on ne peut pas vraiment faire modèle, on peut peut-être faire cas, c'est-à-dire mais que ce qu'on peut peut-être transmettre, c'est cette importance de s'ancrer dans un contexte et de réfléchir à partir de ce qui est ici et maintenant, et que voilà, c'est peut-être plutôt à cet endroit-là qu'il peut y avoir un modèle. Ce que je peux rajouter, c'est que moi j'ai eu un peu l'idée de la montagne magique après être revenue d'un voyage à Leipzig, où j'avais vu la Spinnerei, qui est une ancienne usine où il y a énormément d'artistes. Je ne sais pas combien il y a d'ateliers, c'est vraiment gigantesque. Ce n'est pas du tout la même échelle. Mais en tout cas, la graine était germée pour qu'ensuite, dans le cadre de mon territoire, je puisse trouver les bons éléments pour faire un projet. Et puis pour répondre encore plus précisément à votre question, là on a été sollicité alors pour le Centre d'art de la Coupe pour accueillir 2 jeunes artistes qui sortent d'école dans le cadre de la formation professionnelle, et c'est la DRAC qui nous propose ça. Et on va suivre le projet d'une des artistes qui va monter un projet, je ne sais plus, je crois que c'est en Aquitaine, un projet collectif qui est un peu plus orienté agriculture, art et agriculture, mais il y a déjà des choses en fait. Et moi j'ai été sollicitée aussi par des étudiants. Les étudiants en école d'art, on sent que là il y a vraiment quelque chose qui bouge. Ils en ont vraiment marre de la même chose et ils ont envie de venir nous voir. C'est très visible. Je peux te demander, Gaëlle, de parler juste 1 minute du colloque que tu évoquais Oui, alors c'est un colloque qui va s'appeler Battre la campagne, en finir avec la ruralité exotique et la province. C'est le sous-titre. Donc ça aura lieu au mois de juillet. Il y aura plusieurs intervenants. On va vraiment essayer d'ouvrir ces questions, en particulier la question
historique sur le dénigrement des cultures rurales. Parce que c'est vrai que quand avec Gix, on est arrivé à Hauteville il y a 17 ans, 18 ans, je ne sais plus combien, même nous, on avait peur, en fait. Alors qu'il ne s'est rien passé de fou. Enfin, si, mais que des trucs super. Et voilà, enfin, je ne sais plus ce que je disais, du coup. Je suis un peu perturbée par les micros. Oui, vous disiez que quand vous êtes arrivé, on vous a renvoyé beaucoup vous allez vous enterrer. Complètement, etc. complètement. Et du coup, le colloque, c'est un peu une manière... C'est une manière de nettoyer un peu toutes ces craintes, toutes ces peurs, et puis se questionner sur l'origine. Peut-être on se dit que ça peut faire avancer les choses, hein, parce que collectivement, on porte cette peur et ces a priori, et donc essayer comme ça de réfléchir à pourquoi les cultures rurales ont toujours été, enfin, au moins depuis 2 siècles, ont été dénigrées. Voilà. Moi, je voulais savoir si ça avait changé quelque chose dans vos relations et dans la visibilité que vous avez auprès des institutions culturelles ou du monde plus général, voilà, des centres ou des institutions que vous pouvez côtoyer, enfin qui vous intéressent. En fait, la position même, le fait de choisir ça, de ne pas choisir les dispositifs qui sont dédiés aux artistes, c'est-à-dire à peu près 90% de l'argent qui est disponible ou des dispositifs disponibles, c'est quand même pour qu'on fasse des résidences d'artistes, c'est-à-dire qu'on nous envoie quelque part, mais pas chez nous. Ce qui, moi, m'a posé très tôt des problèmes, vu que moi, j'avais envie d'avoir des chiens, de vivre avec mes amis, d'être au conseil municipal, enfin tout ce qui ne va pas avec faire le jardin, comme Bermuda, qui sont très forts. Et donc déjà, je pense que ça, c'était un message à l'institution pour dire, moi, votre truc, j'y arrive pas, c'est pas mon truc, c'est bon. Et j'en faisais mon affaire, hein, je me doutais bien que ça allait pas forcément aller dans quelque chose de très positif pour moi, mais j'avais pas le choix que de faire ces choix-là. Et puis après, en travaillant à la COU, par exemple, au centre d'art, petit à petit, y compris avec la DRAC ou avec les élus, on a su imposer petit à petit notre manière de faire. On leur a proposé, hein, on n'est pas des violents. Mais par exemple, à la COU, aujourd'hui, on est un collège solidaire pour la programmation, ce qui était impossible il y a encore 10-15 ans. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça qu'on a fait évoluer et qui maintenant accueillent même avec grand plaisir. J'ai même la sensation qu'on fait un peu labo pour eux et qu'ils viennent pêcher des petites, enfin voilà, des nouvelles manières de faire, des idées, des pensées. Oui, je pense qu'il y a des choses qui ont changé à plusieurs degrés. Dans un premier temps, ce geste collectif qu'on a fait avec Bermuda, il a pris beaucoup de temps. Donc la singularité de nos pratiques a été remplacée par une action collective sur un temps long. Et même malgré le fait qu'on a fait ça pendant le confinement, ce temps-là n'a pas été pris pour d'autres recherches. Donc on a le monde de l'art, à un moment donné, on a quand même été, on n'en faisait plus vraiment partie parce que on n'était pas juste pas présent. On faisait autre chose. On faisait une pièce collective qui a une œuvre et un statement fort en soi, mais qui nous a quand même un petit peu mis sur le côté de nos pratiques, nos différentes pratiques individuelles. Donc ça, on reprend ça aussi. C'est aussi le but de ce projet, de pouvoir avoir les outils pour développer à la fois collectivement et individuellement nos recherches. Et puis d'un autre côté, il y a un regard qui a bougé avec le temps. Par exemple, lorsqu'en 2015-2016, on rencontre des élus ou des conseillers régionaux, on est déjà identifié en tant qu'artiste, on a déjà une pratique, ça fait entre 10 et 15 ans qu'on a une pratique et une recherche, voilà, on est montré à droite à gauche. On nous dit, non mais monsieur Robert, monsieur Bondu, dites-moi que faites votre atelier à vous et on vous soutiendra. Faites pas ce projet fou, vous n'y arriverez jamais.
Et donc ça, voilà, on bute sur un financement public, hein. À terme, pour revenir un peu sur les chiffres, on va être financé à hauteur de 20% sur ce million par les collectivités et par l'État, ce qui correspond en fait à la TVA qu'on paye. Donc c'est un peu un cercle assez vertueux, mais c'est quand même un cercle, c'est une poche qui remplit l'autre. Et par contre, ce regard va évoluer avec le temps, avec notre détermination. On va devenir un petit peu emblématique d'une temporalité pour les artistes, ou un certain nombre d'artistes qui décident de faire ce qu'on a fait. Et donc, c'est pour ça qu'on est là aussi aujourd'hui. Mais ce regard va évoluer. Et ça, on l'accueille avec grande joie. Peut-être juste, je complète au passage. Il y a peut-être aussi une chose qui est qu'en fait, on pense en commun, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas des singularités, qu'on n'a pas tous un travail spécifique, mais peut-être, moi, en tant que commissaire d'exposition, j'ai toujours travaillé en commun avec d'autres gens, toujours en collectif, beaucoup. C'est quelque chose qui est important pour moi parce que ça me permet de penser, parce que ça me permet de confronter tout simplement à d'autres gens. Et ça, c'était pas forcément très évident pour des institutions d'accueillir des collectifs de commissaires ou de dire oui, mais finalement c'est qui l'auteur, parce qu'on comprend pas bien là. Et on voit qu'avec la Documenta, par exemple, quand Juan Grupa arrive, tout d'un coup les choses elles se mettent à changer. Et je crois que je crois pas qu'on participe de ce mouvement, mais en tout cas on est dans cette question-là aussi par rapport à l'institution. Et peut-être pour boucler, c'est un peu par rapport à ce que je disais au tout début sur un contexte post-confinement qui... je crois qu'il y a en ce moment une forme d'engouement aussi des institutions pour le genre de projet qu'on est en train de monter. Mais que finalement... Et nous, c'est super, voilà. Mais quelque part, on a commencé avant ça, et dans les deux cas, l'idée, c'est de comment on ne va pas être dépendant d'un engouement et d'un désir qui est volatile. Le désir des institutions est volatile, il va se porter ailleurs dans quelques temps. Et nous, dans la manière dont on se finance, dont on finance le lieu, on a à cœur de ne pas être dépendant de subventions de subventions de fonctionnement. Dans le cas de Bermuda, on essaye que les ateliers de fabrication... La location des espaces de travail qu'on fait, la location les loyers qu'on paye nous tous dans ce lieu, en tout cas, permettent au lieu de fonctionner de manière autonome. Comme ça, voilà, que ce soit une mairie ou une direction régionale des arts plastiques, des affaires culturelles, voilà, qu'on soit dégagé de ça. Et après, bien sûr que c'est super de partager. D'abord, c'est juste une question de vous êtes, vous, humain, propriétaire de ces espaces, ou c'est un collectif créé, c'est Bermuda, c'est Montagne Magique qui est propriétaire de l'espace? Alors, c'est différent. Dans le cas de Bermuda, c'est une société civile immobilière. Donc, c'est une société c'est souvent des sociétés familiales, en fait, les SCI. C'est une forme de propriété collective. Donc nous, on a des parts, on est associé d'une structure qui est, elle, propriétaire du bâtiment. Et elle est liée, cette structure, quelque part, l'intérêt privé de cette structure se converge de manière très forte avec l'intérêt associatif de l'association Bermuda et du projet artistique de Bermuda. Nous on est en montée, il y a une indivision et une copropriété, donc, et une asso. Ouais, donc il y a trois niveaux. Et donc il y a des parties dont on est propriétaire, comme propriétaire d'un appartement dans un immeuble, par exemple. Il y a des parties qui sont communes à tout le monde, où on a des bouts. Et puis après, l'association, c'est juste l'association, quoi. Mais voilà. Et merci, c'était pour la précision. Et après, du coup, en fait, qu'est-ce qui fait, parce qu'on sent qu'il y a un respect différent de politique, de dire voilà, vous êtes là pour rester, c'est pas on vous laisse faire et créer comme ça, mais vous êtes. Est-ce que ce respect, il vient du fait d'être propriétaire ou du fait d'être là pour longtemps? Est-ce que s'il y avait, qu'on vous laisse un bail sur 100 ans, vous avez le droit d'être là et de faire des choses, c'est plus du squat, mais cette considération, elle vient du fait d'être vous aussi des propriétaires, à votre avis, ou des...
Ça dépend. C'est sûr que forcément, nous on a vu par exemple avec l'ACOU, ça, selon les élus, etc., s'ils soutiennent pas, s'ils donnent de la sub, s'ils donnent pas de sub, s'ils baissent, etc., ils peuvent casser la dynamique en permanence. Et donc l'idée c'était de ne plus être dépendant de ça. Donc là, il n'y a pas de question qui se pose en fait. Enfin pour nous. Juste rajouter, donc, comme disait Mathilde, il n'y a pas beaucoup de solutions pour acheter en groupe. Donc c'est assez classique de faire une copropriété. Cela dit, on a pu faire un règlement de copropriété assez particulier. Hein. La notaire a pété bien les plombs parce qu'on a inventé un modèle. Voilà. Et la copropriété qu'on a montée protège le projet professionnel. Le bâtiment restera un lieu de travail. On a droit d'y faire des logements, mais c'est marginal, c'est encadré, c'est les activités professionnelles qui priment. Donc on a pu comme ça vraiment protéger le projet au-delà de nous et au-delà de nos intérêts personnels. On ne pourra pas juste vendre un bel appartement à Hauteville. Et la deuxième chose, c'est qu'on ait beaucoup d'espaces communs. On n'a pas juste des couloirs et un ascenseur en commun. On a des salles qu'on est obligé d'administrer tous ensemble. C'est pour ça qu'on est une association. Et donc, ça va au-delà de cette question de juste d'être propriétaire. Oui, pour nous aussi, c'était pas tant la question d'être propriétaire en tant que tel, parce qu'on s'est beaucoup posé la question de la propriété privée. Hein. On s'est dit, mais comment on fait pour ne pas être propriétaire? Comment on fait pour, et en même temps, acheter un lieu, sécuriser notre argent? Parce qu'en fait, on a tous mis de l'argent individuel, on a pris un prêt collectif, donc on est quand même redevable auprès d'une banque. Et comment on fait pour avoir un espace dans lequel on est sûr que ça va marcher et qu'il y aura un projet artistique qui va se faire? Et on n'a pas trouvé d'autre réponse que ça. On n'a pas trouvé d'autre réponse que de créer une société civile immobilière avec toutes les lourdeurs administratives et juridiques et financières que ça requiert. Et c'est cette société comme Zegel qui est garante, en fait, étonnamment, du projet culturel. Et c'est là où, tout d'un coup, nous, on a choisi cette dépendance-là à cette structure-là. Et après, bon, c'est Benjamin Serroussi qui disait qu'on avait tous un petit bourgeois à l'intérieur. Fondamentalement, peut-être. Oui, mais... Ma question, c'était plus justement parce que, surtout à Bermuda, c'est vrai que c'est plus compliqué sur le plateau de Hauteville politiquement, mais c'est qu'aujourd'hui, il y a des choses qui poussent politiquement. Je trouvais c'est joli cette image. Il y a un premier toit qui est posé, puis il y a du sol, puis en fait, c'est en train de, à partir de là, de pousser des limites et de construire quelque chose politiquement. Et c'était, est-ce que justement le fait d'être propriétaire a permis d'aller plus loin là-dessus, d'être plus respecté. Oui, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est peut-être pas sur la question de la propriété, mais sur la question de l'autonomie. C'est qu'à la fois, ça allège, ça décharge une collectivité territoriale, qu'elle soit municipale ou départementale, régionale, d'un poids culturel, d'une charge. Hein, c'est comme ça qu'en comptabilité, c'est une charge. Donc ça les allège de ça. Ils savent qu'on est là. Et donc on a pu compter sur un certain nombre d'élus qui, avant le projet, ont pu voir et peser la valeur de nos dires, de nos actions, de nos écrits, pour dire oui, ça l'aide bien. Et puis ça, ensuite, notre détermination, parce qu'il y a quand même à un moment donné, la visibilité de nos actions et la détermination de nos gestes a fait retourner un certain nombre de nouvelles cartes, et donc des anciens opposants qui sont devenus des sympathisants. Et puis une vague pour la commune de Cergy, par exemple, aux dernières municipalités, un nouveau conseil, des nouveaux élus qui ont, un peu plus jeunes, qui ont adhéré et qui adhèrent à 100% à ce qu'on fait et qui ont envie de porter. Donc là, on a un soutien. Alors ce soutien ne va peut-être pas durer au prochain mandat, mais aujourd'hui, il y a ça qui est là. Et donc, la question de l'autonomie, elle est là. On a les soutiens politiques, et dans tous les cas, on est là, et ils ne peuvent pas nous bouger, donc ils font avec nous, quoi. Et moi, je crois que ce n'est pas que la question de l'autonomie, mais que la propriété qui nous inscrit dans un temps long, c'est une forme d'engagement aussi. Et quelque part, il y a beaucoup de choses qui se tissent depuis le fait qu'on est là, qu'on habite là, en fait. Et du coup, nos enfants, ils vont à l'école.
Alors on rencontre les maîtresses, alors on discute de faire un programme artistique, pédagogique avec l'école. Enfin, il y a beaucoup de choses qui s'engagent aussi parce que juste on est en habitant, en habitant sur place et du coup de manière aussi très pragmatique en fait, qui sont... et voilà, donc après c'est comment on garde cette manière de faire pour pas justement être capté ailleurs, parce que d'un coup, vous avez fait un truc, alors il faudrait faire comme ci, comme ça, enfin voilà, donc voilà, mais il y a aussi juste d'être là, quoi, en fait. Peut-être juste une dernière chose, parce que en fait, c'est un truc qu'on a découvert au fur et à mesure du chantier, c'est que la maîtrise d'ouvrage étant un privé, on a pu se permettre des choses qu'on n'aurait probablement pas pu, ou qu'une collectivité publique n'aurait peut-être pas pu se permettre. Et avec certaines règles, avec certaines manières de faire, parce que finalement, nous étions redevables à nous-mêmes. Et il y a aussi le fait que le programme architectural a aussi été modifié, a évolué au fur et à mesure de la construction. Et ça, en fait, normalement, quand on dépose un permis de construire, on dépose aussi avec un programme établi et défini. Voilà, et ça, je crois que c'est en train de changer. Je ne sais pas s'il y a des architectes ou des urbanistes dans la salle, mais il me semble que là, a été déposé il n'y a pas si longtemps en France un dépôt de permis de construire sans programme prédéfini. Et ça, je crois que c'est important, en fait, parce que c'était pour nous quelque chose de primordial. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on construit un truc? Nous, on avait pensé faire des grandes boîtes vides, mais en fait, mais non, attention, c'est quoi l'affectation du bâtiment? Qu'est-ce qui va se passer dedans? Puis on est là, oui, je sais pas, on va faire un truc, on est artistes, ils sont artistes, enfin voilà. Donc et ça évolue aussi au gré des envies, des besoins, des gens qui rejoignent le projet. Là, aujourd'hui, on travaille avec un écologue, on travaille avec un horticulteur paysagiste qui sont avec nous sur place dans le bâtiment. Et voilà, et tout d'un coup, ils amènent aussi d'autres choses au projet. Et ça évolue, en fait, au fur et à mesure. En réalité, vous valorisez un territoire, vous redéfinissez un territoire, vous le valorisez par un travail. Donc, c'est tout bénéfice, en fait, pour les collectivités, mais comment dirais-je, à un certain moment vous allez attirer aussi, là vous êtes des artistes, mais à un certain moment vous allez attirer des gens très différents peut-être. Par exemple, on peut très bien imaginer de jeunes informaticiens, de jeunes designers qui viennent chez vous, qui vous proposent de travailler avec vous, qui font aussi leur travail. Enfin, ça peut grossir assez vite et ça peut être une forme de valorisation des territoires, surtout dans des lieux en France qui sont assez en fait isolés, et qui peut avoir une importance très grande. Enfin, je veux dire, très vite, je pense que des politiques vont s'intéresser de très près à ça. Oui, et heureusement, c'est ce qui se passe un petit peu avec cette zone de 2 hectares en friche devant notre parcelle où à la place donc d'un karting indoor ou d'un funérarium ou de logements collectifs vendu à un promoteur à 400 € le mètre carré, là, le Pagex Aglo, l'agglomération, a voté et l'affectation de cette zone pour une zone d'activité culturelle avec des choses qu'on a induites. Donc un lieu de travail, de recherche, de fabrication, un parc public, donc de remettre une valeur à cet existant, à cette friche d'une vingtaine d'années, avec, voilà, c'est pas la culture, la fabrication n'est pas liée au... Enfin, voilà, le monde de l'art est vaste et la recherche et voilà, c'est l'artisanat, la science, on est à côté du CERN, donc c'est un territoire très complexe et très très dense en termes de savoir-faire et bien sûr la recherche informatique, le design, l'architecture fait partie de nos matières à travailler. Mais du coup, comme disait Bénédicte, pour l'instant, en tout cas à Bermuda, c'est plutôt un écologue et un maraîcher horticulteur qui sont avec nous. Parce qu'il y a aussi, on est aussi dans un contexte, on n'est pas dans un centre urbain, donc on est dans un centre périurbain, etc., pas loin de Genève. Mais on est aussi, on a d'autres préoccupations, je crois. On a aussi des préoccupations de comment on vit. Donc là, le puits dont on a vu la fabrication dans le film de Guillaume Robert, c'est aussi parce que le ruisseau qui borde le terrain, il a été à sec du 15 juin au 15 septembre, alors comment on va trouver de l'eau? Enfin, on est aussi dans des préoccupations qui sont de la vie habitante.
Et c'est pour ça que Bermuda, nous, on se lie beaucoup avec des pratiques qui sont agricoles. Et je pense que Montagne Magique, la présence de personnes qui travaillent en artisan, qui fabriquent de la bière, voilà, qui sont aussi dans d'autres manières de... ça déplace un tout petit peu cette question-là d'attirer des designers et des architectes. Non, j'ai rien de spécial à ajouter. Nous, on a fait ce choix dès le départ, en fait, de ne pas être que des artistes. On n'avait pas envie d'être consanguins, entre guillemets, d'un point de vue professionnel. Et c'est ce que dit Mathilde, c'est une vraie richesse. Et après, nous, à la Montagne Magique, maintenant, on est plein. Il n'y a plus de place. Donc, voilà, à chaque fois qu'il y a des gens qui viennent nous voir, maintenant, on leur indique des nouveaux sanatoriums. Moi, je connais tout l'immobilier d'Hauteville par cœur et je joue à SimCity toutes les semaines. Voilà. Nous, on a des places encore à Bermuda. L'atelier, vous pouvez, on a un atelier qui vient de s'éliminer. Juste peut-être une petite question, sans vouloir vous ramener toujours à votre condition d'artiste, mais la rencontre s'appelle Faire lieu. Et je pense depuis tout à l'heure, vous l'avez évoqué, comment ce bâtiment que vous avez construit et aussi finalement ce bâtiment que vous investissez, comment ça fait œuvre dans votre travail aussi? Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y a une forme de signature? Alors l'ouvrage est un ouvrage architectural, une œuvre qui est signée, qui a même eu un prix. Et comment ça fait dans votre pratique individuelle en tant qu'artiste, mais aussi en tant que commissaire d'expo, aussi œuvre ce projet-là? Peut-être je vais laisser Mathilde après développer longuement, c'est aussi le sujet de sa thèse, de comment le travail commun, faire lieu, habiter en commun. Pour ma part, d'un titre individuel, je travaille beaucoup en collaboration. Ça a été une continuité d'un autre projet avec Bénédicte. On a aussi beaucoup collaboré sur des commissariats d'exposition où moi j'avais la position double, à la fois artiste et curateur. Et ça fait une continuité aussi avec un projet qu'on a abordé à partir de 2012 dans une carrière, une ancienne carrière de la vallée de la Loire, à côté de Saumur, à Dampierre-sur-Loire, où là, en 8 sessions à peu près, sur 7 ans, on a invité des artistes à vivre, des artistes, mais pas que, architectes, juste des filiations, à séjourner sur un lieu hostile pendant plusieurs semaines, donc des temps assez longs. Et ce travail, cette expérience communautaire a été un peu les premières pierres de Bermuda. D'ailleurs, toutes les personnes qui sont à Bermuda sont passées par ce projet-là. On s'est à un moment donné tous retrouvés dans des conditions assez hostiles de vie et de contemplation, observation, travail d'un lieu assez vaste. Et du coup, je vais essayer de ne pas faire long en fait. Comment le bâtiment il fait œuvre? Déjà, il a été reconnu comme une œuvre, en tout cas Bermuda, il a eu un prix d'architecture, première œuvre architecturale, donc il y a comme ça une reconnaissance de ce truc-là, extérieur. Mais si on regarde plus de l'intérieur, moi j'ai l'impression que... il faut imaginer donc, tous ces artistes-là qui pendant 3 ans, on a mis de côté notre pratique. Alors Maxime, il y avait du bâtisseur déjà dans sa pratique individuelle, mais... on ne peut pas dire que nous, on était bâtisseurs, pas vraiment. Donc, comme ça, de se retrouver plongé à apprendre sur le tas, à être plaquiste, carreleur, charpentier, maçon, voilà, et tout ça dans un temps quand même assez réduit. Et donc, cet état-là, d'être dans cet état un peu exploratoire, et puis aussi d'être dans des formes d'être ensemble qui sont, il faut monter une charpente à 8 mètres de haut, enfin voilà, des états aussi de corps qui peuvent se révéler un peu radicaux, hostiles comme ça, un peu ou périlleux. Toutes ces choses-là, elles déplacent à un moment, j'ai l'impression, elles contribuent à déplacer le faire artistique, et ce faire artistique, il continue à être déplacé parce que, en fait, le chantier, il s'arrête jamais. Donc il y a le gros œuvre, après il y a les finitions, et puis après il y a le soin, en fait. Et le film de Guillaume en rend vraiment bien compte. En fait, on est tout le temps ensemble en train de fabriquer des choses
qu'on ne sait pas faire en fait. Et donc on reste dans cette manière-là. Donc il y a ça pour moi, ça déplace un peu le geste artistique, ça déhiérarchise les faire, donc ça met un peu tout au même endroit. Et à Bermuda, il y a quelque chose d'autre qui est particulier par rapport à comment ça fait œuvre, c'est tout ce qu'on a appelé le programme des bâtisseurs. Donc, dans le cadre du chantier, comme c'était très long et on avait aussi envie de faire de l'art et d'en faire aussi c'est une forme de pratique curatoriale collective, quoi. On a invité un certain nombre d'artistes à intervenir directement dans le bâtiment. Donc les frères Chapuisat, ils ont construit les pignons, Sol Guilly, elle a construit les volets, Simon Boudvin, il a construit des tabourets. Voilà, donc des choses qui sont vraiment intégrées dans le bâtiment, qui sont des endroits fonctionnels, disons. Et à mon sens, cette chose-là, maintenant, on vit avec ces volets. Donc c'est pas de l'art d'usage, mais c'est vraiment de l'art en usage, en fait. J'ai l'impression que ça contribue à mettre l'art dans une familiarité, dans une proximité. Les œuvres, elles n'ont pas de la valeur parce qu'on les regarde de loin et qu'on ne peut pas les toucher et qu'elles sont patrimonialisées comme ça, un peu lointaines et impérieuses, mais au contraire parce qu'on vit avec, elles sont nos compagnes de vie. Et en ça, oui, pour moi, c'est ça que ça fabrique collectivement à Bermuda comme format d'art. Non, moi, je voulais peut-être juste rajouter que pour ce qui est de Montagne Magique, on n'investit pas du tout les uns et les autres le lieu de la même façon. On est beaucoup plus hétéroclite que Bermuda. Certains sont très détachés de la question de la position de Montagne Magique. C'est pas mon cas, comme je vous le disais, je joue à SimCity, mais en vrai, j'ai un vrai intérêt d'ingénierie sociale sur le territoire d'Hauteville, et ça passe autant par mon travail d'artiste que quand je suis élue ou que quand je fais des projets comme ça. Oui, il y a un truc qui est lié peut-être à notre condition d'artiste, comme tu dis, c'est le rapport à l'apprentissage et à la prise de risque. En tant qu'artiste, on a cette capacité, peut-être en tant qu'artiste qui a quelques années, cette prise de risque, on aime le goût du risque et peut-être qu'on y va plus facilement que d'autres, mais j'en sais rien. Mais il y a cette condition du risque et la condition de l'apprentissage. Moi, dans ma pratique, quand j'ai besoin de faire quelque chose que je ne sais pas faire, comme beaucoup de choses, je vais l'apprendre. Je vais passer un peu de temps, je vais me documenter, quelques tutos, quelques personnes avec qui discuter, et puis là, la chose se fait. Apprendre à souffler du verre, apprendre à souder, apprendre à travailler le bois, apprendre à programmer. Et il y a ça dans ce geste-là, c'est que on a, d'un point de vue pragmatique, donc on a un rapport pragmatique aux choses, à l'apprentissage et à la transmission. C'est-à-dire qu'on a aussi, on développe par ce qu'on a fait, par nos pratiques artistiques, une pédagogie pragmatique. C'est-à-dire que pour le chantier, il a fallu que quelqu'un draine un peu un savoir et puis le retransmettre à un groupe. Et c'est le même geste que moi, et que Mathilde aussi, ou Bénédicte, on promet aussi dans notre position d'enseignant. C'est la question du faire pour transmettre du savoir. Ça, c'est très lié en tout cas, à ma pratique, à nos pratiques. Et je trouve que ce qui transparaît aussi dans le positionnement qu'a pris Guillaume sur ces deux films, c'est de montrer la dynamique de travail. Sur Bermuda, on voit quasiment pas le bâtiment. Donc, si on attendait un documentaire sur Bermuda, on tourne autour. Mais on est dans la terre, on est dans ce qui se fait, dans la transmission et dans le travail réel au quotidien qui se passe sur ce lieu-là. Et sur Montagne Magique, c'est aussi un positionnement qui montre la manière dont chaque artiste investit à la fois l'intérieur et l'extérieur du lieu, ce rapport de va-et-vient entre la nature, mais qui est au cœur du travail de chacun de vous également. Et même, je ne crois pas me tromper, mais que le bâtiment est cité comme un des personnages du film dans le générique, ce qui est aussi
assez logique. C'est un autre positionnement de ce bâtiment par rapport à vos pratiques personnelles. Si vous voulez voir le bâtiment, il faut venir nous voir. Adhérez à l'asso, soutenez-nous. Montagne Magique et Bermuda. Peut-être encore des questions. On parle beaucoup actuellement d'une saturation de l'art, etc. Il y a des débats un peu partout sur l'art qui se répète, qui se phagocyte, etc. Est-ce que vous avez le sentiment que ça a un impact très fort sur vos pratiques artistiques, sur vos thématiques artistiques? Est-ce que votre travail change? Est-ce que ça l'ouvre? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a beaucoup de débats aujourd'hui sur les impasses de l'art contemporain. Est-ce que vous avez le sentiment que, à travers parce qu'en fait, vous créez le cadre dans lequel un nouveau type de création est possible. Et comment vous vivez ça concrètement en tant qu'artiste? Est-ce que, je sais pas, Renaud qui peint toujours des personnages qu'il prend dans les médias, etc., qui les retravaille souvent de la caricature, etc. Et qui a beaucoup peint aussi des scènes, comment dirais-je, de type environnement. Il a beaucoup peint de paysages, de transformation de paysages, etc. Comment ça évolue votre travail? Est-ce que vous produisez d'autres types d'œuvres? Moi, c'est un petit peu différent parce que je pense que je suis un peu old school dans ma pratique. C'est-à-dire que je suis un peintre, je fais de l'aquarelle, peinture à l'huile, etc. Donc je m'inscris vraiment dans une espèce de tradition et j'ai pas comme ça cette espèce de... Enfin, moi, ça me va bien d'être un peu old school dans mon truc parce que mon cadre psychique est assez débordant. Donc du coup, c'est un peu comme ça que je fonctionne. Donc du coup, moi, la montagne magique, c'était plus aussi une réponse à une nécessité d'avoir un atelier qui me permette de faire un peu un showroom, de tester des accrochages, etc. J'étais un peu à l'étroit, en fait. Donc voilà. Il y a aussi, c'est un peu aussi une sorte de scène que j'ai un peu construite. J'envisage, parfois, j'ai des sortes d'intentions comme ça, de choses peut-être plus performatives dans l'atelier. Donc ça, ce serait des possibilités qui sont générées aussi par ce nouvel espace, par exemple. Mais bon, voilà, c'est encore en bouillonnement. Et puis, voilà, on sort à peine des travaux, etc. J'ai quand même gardé une pratique pendant toutes ces années passées. Ça a été un peu un truc mené de front, avec et Montagne Magique, la construction, les chantiers collectifs, l'atelier, etc., plus la pratique personnelle. Enfin, voilà, donc moi, je ne revendique pas Montagne Magique comme une œuvre. Pour moi, c'est plus pragmatique que ça. Et voilà, donc je ne sais pas encore vraiment dans quelle mesure ça agit et ça me fait muter, quoi. Oui, et peut-être que dans notre cas, on considère ces différents gestes comme un statement et comme une œuvre. Après, la question de ce débat, pour moi, elle n'existe pas vraiment. Ça a toujours été des points de vue très réactionnaires, de croire que à tout temps, à toute époque, il y avait une fin de quelque chose et que c'était mieux avant ou que qu'on arrivait vers une impasse. Je crois que ça n'existe pas. Et est-ce que ça, pour répondre à la question, est-ce que ça va changer quelque chose à nos pratiques? Je crois que la question est plutôt, enfin, la réponse est plutôt d'ailleurs, c'est notre pratique. C'est notre pratique et par contre ça ouvre des nouvelles possibilités, c'est un outil, on avait des outils avant, on a cet outil et donc là avec Guillaume on réfléchit pour l'année à venir à travailler sur cette parcelle de 6 hectares, donc on a de quoi se confronter à de l'espace et à une autre échelle qui est plus large que les 1000 mètres carrés qu'on vient de construire. Là on va pouvoir jouer un peu avec le paysage. Donc on va jouer avec le paysage. Voilà, donc la sélection, c'est comment se donner en même temps les moyens. Donc c'est pas est-ce que ça va changer, c'est simplement que les moyens de travail, on se dote de nouveaux outils. Et donc on joue. Ouais, je crois. Eh ben, moi je trouve que c'est une belle façon de se terminer. Et alors on joue. Ça me va. On joue.
Bonjour. Merci beaucoup. Merci à vous.